Bonjour Jean-Pierre Farandou. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Avant de parler salaire et pouvoir d'achat, un sujet qui concerne aussi le travail, Donald Trump menace de taxer à 200% nos vins et champagnes. Emmanuel Macron lui a répondu hier au Forum économique de Davos. De nouveaux droits de douane fondamentalement inacceptables, d'autant plus lorsqu'ils sont utilisés comme moyen de pression contre la souveraineté territoriale. Nous préférons le respect à l'intimidation et nous préférons l'état de droit à la brutalité. Le vin, mais aussi d'autres secteurs sont menacés. Vous, le ministre du Travail, êtes-vous inquiet pour l'emploi en France ? Je pense qu'il faut d'abord exprimer quelle est la situation. Enfin, la situation est sérieuse, elle est grave, vous avez raison. Il y a une tension très, très forte entre les États-Unis et l'Europe en général et la France en particulier. On en connaît le contexte, cette espèce de rapport de force autour du Groenland, avec une menace territoriale sur un bout de l'Europe, une menace économique maintenant avec des droits de douane, et donc il y a un rapport de force qui s'installe. Ce rapport de force, il faut le jouer. Plus la France sera forte dans une Europe puissance, plus ce rapport de force jouera et que peut-être ces fameux droits de douane n'arriveront pas. La messe n'est pas dite. Il faut se lancer dans la bagarre et pour opposer une résistance forte, c'est le choix du président de la République pour la France et pour l'Europe. Je pense que plus nous serons déterminés, moins les conséquences économiques seront fortes pour nos entreprises. Justement, je vais vous lire une citation à Davos du Premier ministre canadien qui a été très applaudi, Mark Carney. Il dit « Les puissances moyennes doivent agir ensemble car si nous ne sommes pas à la table des discussions, nous sommes au menu. » Est-ce qu'avec ces nouvelles taxes sur le vin, nous, la France, sommes au menu Donald Trump pour vous ? On voit les enjeux et là encore, et c'est une conviction très profonde, et notre président de la République et du gouvernement, le salut de la France, c'est dans l'Europe. La France toute seule est un pays important, certes, mais dans un match contre les États-Unis, on pèse pas assez. Si on est ensemble, comment peser les plus 27 alors pays ensemble, sur le militaire d'abord, et ça pour le coup le militaire, on revient au travail, le militaire c'est des commandes d'armement, des commandes d'équipement, et l'industrie française est très forte en matière de tout ce qui est défense et armement. C'est pour ça que vous partez à Sartrouville après dans une usine d'aéronautique, justement. Exactement, je pars à Sartrouville parce que je veux engager tout le soutien du ministère du Travail à travers France Travail par exemple. Par exemple, on va créer une force spéciale défense au sein de France Travail pour nous mobiliser complètement, pour amener tous les travailleurs nécessaires pour que notre industrie défense puisse développer. J'étais dans le Var la semaine dernière, 10 000 emplois créés dans le secteur de la défense d'ici 2030. Donc vous voyez que c'est une menace d'un côté, c'est une opportunité formidable de l'autre de réarmer à la fois notre défense, mais réarmer notre industrie et toute notre économie. Pour peser notamment face à Donald Trump, est-ce que les Européens aussi doivent activer l'outil anti-coercition, ce qu'on appelle le bazooka économique, au risque d'entrer dans une guerre commerciale avec les États-Unis, au risque aussi de menacer encore plus l'emploi ? Il y a une forme de rapport de force qui nous est imposé par le président Trump. Il faut pas en avoir peur. Il faut jouer ce rapport de force en utilisant tous les instruments que sont les nôtres. Plus l'Europe sera unie, plus elle sera forte, en montrant d'ailleurs qu'elle a des atouts et sur la défense et sur l'industrie, et la France est très bien placée dans ces deux secteurs, plus je pense que ce rapport de force sera rééquilibré et que peut-être les menaces faites par le président Trump n'arriveront pas. Au-delà de cet instrument anti-coercition surnommé le bazooka de l'Union européenne, vous nous annoncez ce matin donc la création d'un département de défense dans ce qu'on a appelé avant Pôle emploi et qui s'appelle France Travail, c'est ça ? Concrètement, ça va être quoi ? C'est des offres d'emploi liées au monde de la défense ? On se rend compte qu'effectivement, dans le cadre d'ailleurs du budget, le fameux budget, vous savez qu'il y a 6,7 milliards d'euros supplémentaires dans le budget. Si on finit par avoir un budget à un moment. On va finir par l'avoir, on s'en rapproche de fait de donner enfin un budget aux Français. 6,7 milliards d'euros supplémentaires, c'est des commandes pour notre industrie. Voilà, ces commandes pour notre industrie, c'est de la production. Alors ça va du chaudronnier qui va souder du métal pour fabriquer un nouveau sous-marin, jusqu'à des ingénieurs cyber qui vont travailler sur les systèmes de commande de nos armements. Voilà, donc on voit une gamme d'emplois très importants, très techniques d'ailleurs, très ingénieurs, très techniciens, des métiers nobles, des métiers de l'industrie. Il faut aider à fournir énormément de travailleurs qualifiés à cette industrie. Pour y arriver, il faut rassembler nos forces. Il manque combien d'emplois supplémentaires Je vous dis, rien que dans le Var, c'est un exemple, 10 000 emplois créés, donc il va falloir trouver 10 000 personnes. On les trouvera peut-être pas que dans le Var d'ailleurs, peut-être faudra venir aussi, il faudra faire venir des gens d'autres régions françaises. Pour y arriver, l'enjeu est considérable, il est décisif, il faut s'organiser. Voilà, donc on va dédier une équipe au sein de France Travail qui sera au contact de la défense, qui sera au contact de toutes les industries pour bien qualifier les besoins et ensuite regardera tous les viviers de demandeurs d'emploi. Il faudra élargir d'ailleurs ces sources aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux moins jeunes, aux travailleurs en situation de handicap, aux gens dans l'insertion. Il faudra mobiliser toutes les forces de travail de ce pays pour donner à nos industries les moyens d'être à la hauteur des enjeux.
Jean-Pierre Farandou. En 24 heures, Donald Trump a publié un SMS privé du président Emmanuel Macron et il a aussi rappelé 2 fois qu'il ne serait bientôt plus au pouvoir. Écoutez le président américain. Vous savez, Emmanuel, il va pas rester bien longtemps. C'est un ami, c'est un chic type, je l'aime bien, mais il ne va pas rester encore très longtemps. Et moi, je préfère retrouver des gens qui sont directement impliqués dans les affaires, pas qui sont sur le déclin. Est-ce que c'est une humiliation et est-ce qu'on peut peser quand on est humilié comme ça et quand le président est renvoyé à la fin de son mandat par un autre Je pense que d'abord le président Trump passe sous silence un fait très important, c'est qu'il va présider le G20 dans les mois qui viennent et notre président Macron, il va présider le G7. Donc si on est responsable, je pense que le président du G20 d'un côté et le président du G7 de l'autre devraient plutôt travailler ensemble à calibrer la croissance de l'économie mondiale. Ça me semble alors que Donald Trump a refusé de se rendre à la réunion de Paris demain. Bon, il verra, mais je veux dire, le G7, il sera un G6 dans ce cas-là. Enfin bon, on verra bien. Et deuxièmement, le président Trump, lui aussi, il a une échéance électorale qui s'appelle les midterms, qui se présente pas si bien que ça d'ailleurs, parce que les chiffres économiques aux États-Unis sont moyens, notamment sur l'emploi, sur l'inflation. L'inflation qu'il a créée lui-même en mettant des droits de douane. Forcément, ces droits de douane renchérissent le coût des marchandises importées, et on le voit dans l'inflation aux États-Unis. Censure. Nous partons maintenant, alors que le gouvernement avait promis de ne pas avoir recours au 49.3 sur le budget. Vous l'avez dégainé lundi. On écoute l'insoumise Mathilde Panot sur France Info. Mais en plus donc d'être un gouvernement minoritaire, eh bien c'est un gouvernement de menteurs, puisqu'ils avaient promis de renoncer au 49.3 et qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont aucune majorité. Vous êtes un gouvernement de menteurs. Non, mais ça renvoie à ce qu'on appelait la méthode Lecornu, que j'ai d'ailleurs participé à déployer. J'ai rejoint ce gouvernement, vous savez, ce qu'on appelait Lecornu 2, au mois d'octobre 2025. Ça a quand même pas mal marché, la méthode Lecornu, qui est une méthode de dialogue, de recherche de compromis et de convergence. Sur la sécurité sociale, ça a marché. Et Dieu sait que tout le monde nous disait que vous n'allez pas y arriver. Nous y sommes arrivés. Et d'ailleurs, j'ai été un acteur très direct de la recherche des convergences et des compromis. Ça, c'est vrai, mais on a quand même passé un mois sous loi spéciale, on n'a pas eu de budget en décembre, mais vous dites quoi, comme Sébastien Lecornu, c'est un semi-échec? Oui, alors sur la partie budget de l'État, effectivement, semi-échec, semi-succès, c'est un succès sur le contenu. Parce que le compromis a fonctionné sur le contenu. Voilà, je suis convaincu que les discussions qui sont intervenues du Parti socialiste aux Républicains, en passant par les partis du bloc central, vont produire un contenu, et c'est celui-là qui est proposé. Voilà, il faut bien se rendre compte, ce 49.3, c'est pas du tout un 49.3 de brutalité parlementaire. On n'a jamais autant discuté au Parlement. 350 heures, des débats importants. Il y a eu débat, il y a eu respect du Parlement. Mais si on avait laissé faire le vote, le texte qui allait arriver était invotable. Parce que les extrêmes, on l'ont tiré à U et à Dia. Donc le seul moyen de maîtriser le contenu, c'était que le gouvernement s'empare du 49.3 pour proposer au Parlement le contenu de ce Alors compromis. vous êtes très satisfait du contenu de ce budget. Le Parti socialiste aussi, mais ça pose un problème aux patrons qui parlent d'un choc de défiance. En fait, ce sont les entreprises qui vont payer le contenu de ce budget. Vous comprenez qu'ils se sentent trahis, les patrons ? On peut avoir discussion. Moi, j'écoute ce qui se dit. J'ai pas tout à fait le même avis quand même. Vous savez, on parle en termes d'imposition. On a beaucoup dit l'imposition. Mais il y a 99,9% des entreprises qui ne verront pas leur fiscalité changer. Alors restent les grandes entreprises, c'est vrai, il y a eu débat, mais on parlait de patriotisme économique. Je trouve qu'en ce moment, qu'on fasse appel aux bons résultats des grands groupes français, et pour mobiliser de l'argent, pour financer l'effort de défense, qui va revenir aux entreprises, comme je l'ai dit, ça me paraît pas déraisonnable. Même quand c'était censé être une taxe exceptionnelle, même quand vous aviez dit que vous baisseriez certains impôts de production et que finalement ces impôts ne sont pas baissés, et qu'en parallèle une taxe qui devait durer 1 an est reconduite. Vous comprenez qu'il s'interroge sur le poids de la parole politique, la confiance qu'ils peuvent avoir. Oui, je comprends, mais vous avez parlé d'impôts exceptionnels. Vous ne croyez pas que la période est exceptionnelle? Vous voyez quoi, en ce moment, la France ne doit pas plutôt se resserrer, plutôt que se diviser. La période du moment, il faut en prendre la mesure quand même. C'est un moment grave, c'est un moment important. Et plutôt que d'être dans les chicailleries franco-françaises, moi je pense qu'il faut qu'on se regroupe et qu'on fasse face ensemble à la gravité du moment. Mais vous qui avez dirigé la SNCF, vous savez comment fonctionne une entreprise. Est-ce que vous comprenez que les grands patrons, au-delà du contexte que vous rappelez, n'y comprennent plus rien et on est ras-le-bol de ce budget qui n'en finit plus? Ah mais moi je suis comme eux, Moi ça fait un moment que je souhaiterais que le budget soit derrière nous. Croyez pas que ça nous fasse plaisir au gouvernement de passer des heures au carré à l'Assemblée, au Sénat, à revenir, à expliquer les mêmes choses. C'est dysfonctionnel. On aura fait presque 5 mois de budget.
c'est presque la moitié de l'année. C'est pas possible, ça. Donc, mais c'est pas de notre faute, j'allais dire, à nous, le gouvernement. C'est aussi On aurait forcément rêvé que les votre choses faute. aillent plus vite, hein, bien évidemment. Il y a une situation politique qui est ce qu'elle est. Madame Panot, de ce côté-là, a raison. Nous n'avons pas la majorité absolue dans ce Parlement. Les choses seraient plus simples, bien évidemment. Ce n'est pas le cas. Nous avons fait le choix d'ailleurs de ne pas discuter avec les extrêmes, c'est peut-être ce qui dérange Madame Panot, parce que les extrêmes nous tirent vers des mauvaises solutions dont nous devons débattre avec ce qu'on appelle les partis de gouvernement, qui ont le sens des responsabilités, qui veulent apporter des solutions à notre pays. Il faut prendre ce temps de la discussion et de la recherche de la convergence. Nous l'avons pris, nous avons réussi sur la sécurité sociale, et je pense que nous sommes aussi en train de réussir sur le budget de l'État. Justement, l'une des principales concessions que vous avez faites aux socialistes, c'est la hausse de la prime d'activité pour les travailleurs modestes. C'est votre domaine. Qui sera concerné et pour quel montant exactement? On parle de 50 € par mois en plus, mais pour qui? Oui, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est quand même 3 millions de foyers de travailleurs modestes, hein, le SMIC ou légèrement au-dessus du SMIC, qui vont recevoir en moyenne 50 € de plus par mois, ce qui fait 600 € par an. Voilà, donc déjà, il faut se réjouir, c'est une mesure de pouvoir d'achat sur les travailleurs qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, modestes dans leurs revenus, et on vient doper, c'est une aide, hein, là, en fait, la prime d'activité, c'est pas une prime au sens salarial, c'est une prime au sens de solidarité. Je suis aussi ministre du Travail et des solidarités. C'est un élément de solidarité par rapport aux travailleurs modestes. Bon, deuxièmement, ce qui me plaît beaucoup aussi dans cette mesure, c'est l'esprit, c'est la valeur travail, c'est l'incitation au travail. C'est-à-dire qu'on donne un petit plus à des gens qui font le choix du travail. Voilà, et je trouve que c'est très intéressant parce que on parlait de l'effort de défense, on parlait de trouver des travailleurs et des salariés, c'est le moment d'inciter les gens à aller travailler pour produire et être à la hauteur des enjeux industriels de notre pays. 50 € pour tout le monde? Enfin, il n'y aura pas des nuances? Alors c'est en gros 50 € pour tout le monde, ça peut aller jusqu'à 85 € même en fonction des calculs. Donc on est en train de caler un peu tous ces calculs. Par exemple pour les mères seules ou pour les pères seuls? Oui, c'est des choses qui sont regardées parce que le barème est regardé. La prime de travail pour une personne seule, elle est autour de 630 €. Voilà, c'est pour vous donner dans 50 € de plus, c'est pas négligeable par mois, je le redis, et elle sera en place à partir du mois d'avril. On est en train d'ajuster les calculs et rentrer tout ça dans les bases pour pouvoir verser ce complément de prime de travail aux salariés concernés. Et juste rapidement pour qu'on avance, pourquoi vous n'augmentez pas tout simplement les salaires comme le réclament les syndicats? Bon, les salaires, c'est pas le gouvernement qui fait les salaires, hein. Ça s'appelle les négociations. Pourquoi vous ne poussez pas les entreprises à augmenter les salaires en baissant notamment les charges sur le travail? Écoutez, c'est les entreprises qui décident leur politique salariale. Moi, des négociations annuelles, j'en ai fait plein quand j'étais à la SNCF, et c'est bien moi, en tant que président de la SNCF, qui négocie avec les syndicats comment les salaires devaient évoluer. Mais je le redis, plus on fera d'industrie, plus les salaires sont élevés. Parce que l'industrie, c'est des bons salaires. Vous savez combien ça gagne un soudeur? Un soudeur, ça peut gagner jusqu'à 3 000 € par mois. Donc je dis aux jeunes qui nous écoutent là, vous qui cherchez un métier et qui cherchez des bons revenus, allez vers les formations qui vous amènent sur les emplois industriels. C'est un métier d'avenir qui paye bien parce que la valeur ajoutée du travail est élevée, bien évidemment. Quand vous travaillez sur un sous-marin ou sur un porte-avions qui valent des centaines de millions, on voit bien qu'un salarié qualifié peut avoir la juste récompense du travail qu'il apporte. Voilà pour ce message envoyé à la jeunesse dont on va parler dans un instant parce qu'on va parler notamment apprentissage. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les apprentis. Mais tout de suite, il est 8h47 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. Un face-à-face États-Unis-Europe. Donald Trump arrive à Davos en Suisse aujourd'hui au Forum économique mondial. Il va prononcer un discours et le président américain annonce par ailleurs que plusieurs réunions vont se tenir sur le sujet du Groenland. Il cherche toujours à s'emparer du territoire danois malgré l'opposition des Européens. Ce matin, la France demande un exercice de l'OTAN au Groenland. Les agriculteurs espèrent que les eurodéputés iront dans leur sens. Ils sont plusieurs milliers à manifester devant le Parlement européen à Strasbourg. Les eurodéputés votent aujourd'hui pour saisir ou non la Cour de justice de l'Union européenne sur l'accord avec le Mercosur. Une saisie suspendrait pendant plusieurs mois le processus de ratification. L'eau monte à Quimper. Plusieurs rues du centre-ville sont inondées. C'est le cas aussi de plusieurs routes départementales dans le Finistère. Le département est en vigilance orange aux crues et aux pluies inondations. Cela concerne aussi le Morbihan. Et puis l'OM reçoit Liverpool ce soir à 21 h, match de Ligue des Champions de football. Les Marseillais espèrent faire mieux que les Parisiens hier. Le PSG battu par le Sporting Portugal, 2-1. Monaco a été écrasé par le Real Madrid 6-1. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, on parle, Paul, maintenant d'une directive européenne qui va faire beaucoup parler. Oh oui, la transparence salariale. Vous voulez inscrire, monsieur le ministre, dans la loi avant l'été, 2 choses. 1, obliger les entreprises à préciser le salaire dans les offres d'emploi. 2, créer pour tous les salariés un droit à connaître le salaire de leurs collègues à poste équivalent. Quand on connaît le tabou de l'argent en France, est-ce que vous êtes certain que notre pays est prêt pour ça ?
On parle d'abord d'une cause fondamentale qui est plus largement l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il y a du boulot. En France et en Europe, on n'est pas les seuls, mais il y a du boulot. L'histoire a fait que, les conditions de travail ont fait que, la manière dont le travail s'organise fait que les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes. C'est inadmissible. Voilà, donc il faut s'attaquer au sujet. D'accord. Donc c'est une façon de réparer ça. Il faut le réparer, bien évidemment. Deuxièmement, les salaires sont un élément. Là encore, on constate que les femmes gagnent moins d'argent que les hommes, c'est pas normal. Et même parfois à poste égal. Hein. Il y a un écart de 3 à 4%, même à poste égal. On sait que les femmes, en plus, ont davantage de temps partiel, donc gagnent moins, etc. Voilà, donc il y a un sujet. Troisièmement, il y a une directive européenne. D'ailleurs, la France en est à l'initiative. C'est quand la France était présidente, assurait la présidence de l'Union, que cette idée a germé pour effectivement donner toute la transparence possible sur ces sujets-là. La transparence est la base du progrès. Voilà, quand on sait les choses, quand on connaît les choses, mais on peut donc les corriger. Voilà, c'est l'esprit de cette directive, c'est obliger à la transparence. Mais ça paraît normal. Voilà, il faut donner. Il faudra faire de la pédagogie. Dans ces entreprises, certaines sont même pas au courant du contenu du texte, ne savent pas ce qu'elles devront faire. Ça va peut-être pas être évident à mettre en place. Non mais bon, voilà, donc on va bien sûr transposer tout simplement cette directive. D'abord, c'est la loi européenne que chaque pays membre transpose la directive, et on a une date qui est autour du 1er juin, 1er juillet. On va au moins engager la loi de transposition pour qu'elle soit votée le plus rapidement possible. Voilà, donc d'ailleurs le dialogue social a commencé. On commence à en discuter avec les partenaires sociaux. L'idéal, c'est de la méthode. D'ailleurs, vous savez que la méthode, c'est important. On a parlé de la méthode de Cornu. Il y a peut-être une méthode Farandou. La méthode Farandou, c'est le dialogue. Et chaque fois que le dialogue social peut marcher et que les partenaires sociaux peuvent se mettre d'accord, c'est facile de transformer cet accord en une loi. Donc, on verra si on arrive à un accord, en tout cas un compromis acceptable, qui sera la base de la loi. Alors, bien sûr, il faudra accompagner les entreprises. Bien évidemment, surtout qu'on va changer de système. Elles s'étaient habituées au système des 10 pénicaux, l'indice pénicaux. On va amener ce nouveau système européen basé sur la transparence, avec des indicateurs. On va bien sûr, qui seront automatisés d'ailleurs pour rendre la capacité de faire ces tableaux de bord le plus facile possible. Oui, nous allons accompagner les entreprises pour qu'elles soient en capacité de faire marcher le nouveau système. Jean-Pierre Farandou, il y a un flou dans ce budget, c'est l'apprentissage. Le gouvernement veut réduire les financements. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui combien cela représente en milliards, combien il y aura en moins ? Non mais l'apprentissage, d'abord, c'est une politique qui marche. Donc, et il faut rendre grâce d'ailleurs aux gouvernements successifs qui, depuis 2017, sous l'impulsion du président de la République, en fait, il a voulu rattraper l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne, ils ont un système d'apprentissage qui marche bien, le nôtre marchait pas très bien. Alors pourquoi renier une politique qui marche ? Alors on la renie pas du tout. Je veux dire, on la garde, on la conserve. Renier sur une politique. Rogner. Rogner, oui. On ne rogne pas sur une politique qui marche. Et donc, on va dépenser, vous le verrez, les chiffres sont pas encore complètement finalisés. Parce que là, un ordre d'idée, un ordre de grandeur. On va mettre beaucoup d'argent. On mettra beaucoup de milliards encore dans l'apprentissage. Voilà. Combien à peu près par an ? Ça sera le résultat, mais ça sera très important. Aujourd'hui, quoi ? C'est 15 milliards aujourd'hui. On sera pas si loin que ça. Voilà. Alors, on va ajuster parce que le cadre d'économie, il est là. Vous savez, quand vous voulez à la fois maîtriser le déficit public, et nous voulons le faire, le 5% est impératif. C'est très important. Vous voulez mettre plus d'argent sur la défense et la sécurité intérieure, parce qu'il y a aussi la lutte contre le narcotrafic, vous devez accepter d'ajuster les budgets sur les autres postes. Et par l'efficience, moi je crois beaucoup à l'efficience, on peut avoir des marges d'efficience et oui, on va procéder à quelques recadrages, mais moi ce que je regarderai, c'est le coefficient d'insertion. Parce que moi, quand le ministère du Travail finance des formations, je veux que ça serve à insérer les jeunes dans le travail. Et là, je pense qu'il y a des marges de progrès. Donc, c'est ce critère-là que nous utiliserons pour recibler les choses. Il y a quand même eu plusieurs baisses sur l'apprentissage et ça a fait reculer le nombre aussi de contrats signés. Vous pouvez nous dire aujourd'hui combien de postes ont disparu à cause de ces baisses Pas énormément. On est toujours à plus de 800 000 jeunes qui rentrent dans l'apprentissage à la rentrée 25. 878 900. Donc c'est considérable. Je crois qu'il y a une baisse de 3 ou 4%, mais la situation économique joue aussi quand même, vous voyez. Donc tout ça joue quand même. Et le cœur de l'apprentissage, vous savez, moi j'aime beaucoup l'apprentissage. Le cœur de l'apprentissage, c'est prendre des jeunes autour de 18-19 ans qui ont besoin encore d'être formés à tous les sens du terme, formés en termes de métier, mais presque en tant que jeunes adultes. Et moi je sais très bien, notamment que dans les petites entreprises, c'est presque aussi une formation de citoyenneté qu'on fait. C'est très très important parce que moi je le vois en tant que ministre du Travail, travail et citoyenneté, ça marche ensemble. Donc je peux dire à votre micro aujourd'hui que nous préserverons l'essentiel de l'apprentissage, bien évidemment, dans sa faculté à former des jeunes d'un côté et à les insérer dans le monde du travail. En quelques mots, parce qu'on a encore plein de questions très importantes à vous poser, vous voulez également mettre en place une allocation sociale unique. Est-ce que vous pouvez garantir qu'elle ne diminuera pas le montant des aides pour ceux qui en bénéficient ?
Alors, l'allocation de solidarité unifiée, parce que c'est ça que veut dire le sigle, donc on est dans le domaine des aides sociales, on est dans la politique de lutte contre la pauvreté, parce que ces aides sociales, elles servent à ça. Le RSA, la prime d'activité pour les travailleurs modestes, les aides au logement, servent à sortir les Français de la pauvreté. Voilà, on a un problème de pauvreté dans ce pays, mais les autres pays européens aussi d'ailleurs, et parfois même notre taux de pauvreté, il est un peu inférieur à la moyenne européenne. Voilà, donc faut se le dire. Mais parce qu'on lutte contre la pauvreté de manière efficace. Cette allocation, elle a plusieurs objectifs. D'abord, elle a l'objectif d'aider au recours aux droits. Parce qu'on va créer un compte social unique qui sera accessible de manière digitale, cette espèce de social.gouv.fr, qui permettra à chaque Français de connaître l'état de ses droits et donc ses droits. Et donc les choses seront plus simples pour que les Français bénéficient légitimement de leurs droits. Deuxièmement, ça sera plus équitable. Aujourd'hui, les choses sont pas très équitables, potentiellement pas très équitables, notamment dans le retour au travail. Voilà, comment les choses se distribuent. Il y a aussi un problème de barème. Par exemple, il y a pas mal d'aides qui sont liées au statut. Parce que vous êtes chômeur, vous avez droit à quelque chose. Mais vous avez des chômeurs qui gagnent parfois plus d'argent que des gens qui travaillent. Donc, c'est pour ça que Bruno Retailleau dit que votre système, c'est une usine à gaz et que c'est pas ça qu'il faut faire pour remettre à plat notre système qui n'incite pas assez à la reprise au travail. Je suis mettrai en faux, justement, puisque le troisième objectif de la loi, c'est l'incitation au travail. Et parce que, comme on l'a dit sur la prime d'activité, il est important que les Français soient incités à reprendre du travail. On a besoin de Français qui travaillent. Voilà les trois principes de cette loi. Les principes de cette réforme passeront dans une loi. Et ensuite, on aura 3 ans pour mettre à point tout le système, parce que ça passe aussi par un grand projet informatique. Il faut fusionner toutes les bases. Donc, on a 3 ans de travail devant nous. Et je propose la mise en place d'un groupe de travail avec tous les partis politiques qui le souhaiteront, tous les syndicats qui voudront venir, toutes les associations, les départements, les municipalités, pour travailler ensemble sur la précision dans le barème de cette nouvelle allocation. Un nouveau train a déraillé en Espagne, un nouveau mort 2 jours après la collision qui a fait 42 morts en Andalousie. Vous qui connaissez si bien le monde du rail, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Ouais, vous avez raison, vous savez que j'ai passé 45 ans de ma vie dans les trains, j'ai appris les règlements de sécurité par cœur, j'ai conduit des trains, donc je vois très bien ce que ça peut faire quand on est en cabine de train, j'ai tenu des pauses aiguillages, donc je sais ce que c'est que orienter les trains sur les voies ferrées. D'abord, je suis sidéré, atterré, peiné, le nombre de morts est considérable, c'est une énorme catastrophe ferroviaire. On fait partie malheureusement des grandes catastrophes ferroviaires. Je suis sidéré aussi parce que techniquement, je comprends pas, je suis pas le seul, je comprends pas. Le train était neuf, la voie était neuve, on est en ligne droite, il n'y a pas d'événement climatique particulier, de glissement de terrain ou quoi que ce soit. On est à l'abri de ça en France ? Vous savez, moi j'étais président de la SNCF pendant 7 ans, j'y pensais pas tous les jours, mais presque. Il faut être humble. Malgré tous les efforts qu'on fait, Dieu sait qu'on en fait, au niveau des équipements modernes, au niveau de la formation des agents, au niveau des contrôles, au niveau de l'intensité du management de la sécurité. Vous voulez dire qu'il n'y a rien à faire, on peut pas, parce que là vous n'arrivez pas à expliquer ce qui s'est passé en Espagne. Il faut laisser l'enquête faire. On ne peut pas tout anticiper. Mais je ne sais pas. Là, je suis très humble. Vous savez, il faut être très très humble. Ça peut arriver. Je n'accepte pas l'idée que ça peut arriver. Il n'y a aucune fatalité. Tout a une cause. Donc, il faut comprendre la cause et ensuite prévenir la cause. La sécurité consiste à éviter les accidents. Donc, identifier les risques, comprendre comment peuvent venir les risques et mettre en place les méthodes qui évitent le risque. Voilà. Donc, vous savez, l'attribut du chemin de fer, c'est la sécurité. Donc, il est très très important. Et c'est le cas. C'est le cas en France notamment, que le train reste un des modes de transport les plus sûrs. Jean-Pierre Farandou, comme tous les jours, c'est le moment de la question qui. Tout de suite, la question qui sauve la démocratie sociale. Dans un livre qui paraît aujourd'hui, 3 spécialistes dressent un amer état des lieux du syndicalisme en France, pas au niveau de ses voisins. Ils proposent notamment d'interdire la grève pendant les négociations, car on ne peut pas bien négocier avec un pistolet sur la tempe, disent-ils. Vous, l'ancien patron de la SNCF, ça vous parle, non ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Moi, ce qui est une bonne idée, c'est le dialogue social et aucune réforme ne pourra se faire contre le dialogue social ou sans dialogue social. Voilà, donc moi, mon expérience longue, vous le savez, avec quelques échecs et quelques réussites, je pense qu'avec un peu de recul, être parvenu à séréniser le dialogue social au sein de la SNCF, et Dieu sait, quand je suis arrivé, il était chaud bouillant. Mais interdire la grève à ce moment-là ? La grève, c'est un droit constitutionnel. Il faut y faire attention. J'y suis attaché, comme tous les Français. Voilà. Donc, ce sont des sujets sensibles. Et de toute manière, toute évolution devra passer par une concertation, une acceptation de l'évolution. Autre sujet sensible dans ce livre intitulé « Sauver la démocratie sociale », ils veulent aussi limiter le nombre de syndicats pour les rendre plus forts. Est-ce qu'il y a trop de syndicats en France et est-ce qu'ils sont trop faibles ? C'est l'histoire de notre pays. Chaque pays a son histoire. Alors, c'est vrai, le fait d'avoir plusieurs syndicats fait que les réunions sont plus longues, puisque chacun veut prendre la parole.
c'est pas moi qui vais décider, c'est à eux de voir. Mais je pense aussi que ça... Vous aimeriez avoir mandat d'interlocuteur. Vous savez, ça reflète aussi notre pays. On voit bien, il y a une diversité dans ce pays, il y a des histoires différentes. Ça donne plusieurs organisations syndicales qui ont chacune leur positionnement et leur origine. Là encore, les choses se feront si elles doivent se faire. Moi, ça ne me gêne pas, en tout cas, dans ma pratique, de devoir avoir affaire à plusieurs organisations syndicales. Ça reflète la diversité de notre pays. Merci beaucoup Jean-Pierre Farandou d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci Paul, on se retrouve demain. Vous restez avec nous dans un instant, les informés avec Renaud Dely.